on a pu demander un prêt immobilier, acheter une maison qui nous a coûté à peu près 50 000 euros, 35 000 d'acquisition, 15 000 de rénovation. Très rapidement, on a quelqu'un qui nous a proposé de la racheter à 70 000 euros. J'en ai souvent parlé de cette plus-value, mais elle a été déclencheur pour moi de plein de choses. Entrepreneur depuis la vingtaine, j'ai toujours fait que ça. J'ai monté plusieurs entreprises, des magasins de prêt-à-porter, des baskets également. J'étais un fan de basket. Je pense que même à l'époque, j'étais en avance sur mon temps, sur ce qui est en train de devenir le marché de la basket. Moi, je le faisais il y a 17-18 ans maintenant. Ça a fonctionné un temps, jusqu'au temps où je me casse la figure. J'ai cassé la figure, j'ai fait 3 faillites. Au fur et à mesure de mon évolution, j'avais ouvert 3 points de vente dans des zones un peu différentes et villes aussi différentes. Et je me suis cassé la gueule, tout simplement. J'ai fait des faillites. À partir de ces faillites-là, j'ai eu un switch. J'ai aussi, par l'urgence de bouffer, je me suis déterminé à gagner mieux ma vie. Et puis je me suis dirigé vers un créneau assez simple, celui de l'immobilier. Et je me suis lancé corps et âme dans l'investissement et dans toutes les composantes aussi que comporte l'immobilier. Entreprise de bâtiment, réseau de chasseurs immobiliers, promotion, marchand de biens. Tout type de location, je touche vraiment à tout. Puis après des commerces, mais des commerces dans lesquels j'ai également les murs, etc. etc. Moi, mes parents étaient divorcés, je suis du nord de la France. J'ai vécu avec mon papa, qui était un homme très intelligent, qui l'est toujours d'ailleurs, qui est un homme très cultivé, mais très pauvre. Et on a vécu, on va dire, chichement. C'était pas non plus Zola, mais avec mon père, on a vécu chichement. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. J'étais déjà à l'époque pas bien gros, mais en même temps donné, on mangeait pas beaucoup. C'était une vie compliquée, sans argent. Mon premier coup, ça a été une petite opération d'achat-revente. Alors, elle ne s'est pas dessinée avec un objectif d'achat-revente, puisque pour le coup, vraiment, j'y connaissais absolument rien. Je savais qu'il fallait que je me lance dans cette activité. Je savais que d'une manière ou d'une autre, j'allais y faire fortune, si on peut appeler ça comme ça. J'ai commencé à chercher des biens en corrélation aussi avec les finances du moment. Moi, j'avais rien. En revanche, ma femme, elle avait un salaire. Elle était infirmière à l'hôpital. Elle gagnait 1 300 € à l'époque. Et puis moi, j'avais juste un petit fonds de trésorerie qui me restait de la faillite de mes boutiques. Et ce mélange des deux fait qu'on a pu demander un prêt immobilier et acheter une maison qui nous a coûté à peu près 50 000 euros. 35 000 d'acquisition, 15 000 de rénovation. Et très rapidement, on a quelqu'un qui nous a proposé de la racheter à 70 000 euros, donc ce qui faisait 20 000 euros de plus-value. J'en ai souvent parlé de cette plus-value, mais elle a été déclencheur pour moi de plein de choses. Parce que ça représentait plusieurs mois de RSA que je percevais à l'époque. Ça représentait beaucoup d'argent, ça représente d'ailleurs encore aujourd'hui beaucoup d'argent. Et vu que la première opération elle s'est bien passée, ça m'a permis de continuer et d'enchaîner assez rapidement. Pas du tout, non, vraiment. En plus, quand j'y pense, j'ai acheté dans une rue complètement pourrie, il y avait quasiment pas de luminosité. Le bien, j'ai pas pu le rénover comme je voulais non plus. J'ai fait plein d'erreurs avec les artisans. J'aurais pu le vendre même plus cher que les 70 000 euros qu'on m'a proposé, mais je me suis fait avoir au jeu de l'agent immobilier qui m'a convaincu. Enfin bref, il y a tout un tas de facteurs que j'aurais pu performer, mais c'était déjà énorme, si tu veux, pour moi de prendre 20 000 balles finalement en ayant dépensé quasiment que 200 balles, quoi, parce que c'était juste les frais de dossier qu'on avait avancé. Puis en plus de ça, on avait un différé, donc on payait rien pendant l'acquisition et la rénovation. Puis ça s'est vendu très très vite. On devait s'y installer avec ma femme, et puis elle a eu notre premier enfant, et donc on avait décidé de vendre. Mais évidemment, lorsque c'est ta première opération et qu'elle se passe bien, tu prends goût à l'argent qui tombe. C'est un bien qui m'a lancé, c'est un bien qui a assis aussi une certaine légitimité à reproduire l'action et aussi à ramener aussi de l'argent en plus pour aller faire une nouvelle opération.
Après, en fait, si tu veux, ça serait vraiment trop long à expliquer, mais j'ai industrialisé le processus. Je me suis très vite professionnalisé, j'ai multiplié les opérations de manière exponentielle et en parallèle des opérations, j'ai vraiment allié les deux. C'est vraiment ça qui a été un accélérateur d'enrichissement pour moi, c'était mes opérations de promotion, bien évidemment, et mes opérations d'investissement. J'espère qu'il n'est pas encore arrivé. En fait, je me suis déjà exprimé là-dessus. J'ai fait plein d'opérations qui ont été archi rentables, avec des gros cash flows ou des opérations où j'ai fait des très très grosses plus-values. Ça peut paraître choquant, mais la plus grosse plus-value que j'ai faite, elle était... Enfin, choquant, je sais même pas si c'est choquant. La plus grosse plus-value que j'ai faite, elle avoisinait les 1 million de chiffre d'affaires en plus-value de marge, ce qui est colossal. Mais à contrario, j'ai fait des moins-values sur pas mal d'opérations aussi, parce que mauvaise anticipation et il y avait aussi des données que j'avais pas lorsque je me suis positionné sur des opérations. Après, en termes de cash flow, ouais, j'ai des biens qui sont très très rentables avec des très gros rendements. Puis après, j'ai des biens un petit peu plus patrimoniaux qui certes n'ont pas des gros cash flows, ou certains même ont des cash flows négatifs, c'est-à-dire que c'est moi qui dois remettre à la poche. Mais par contre, patrimonialement, on sait que avec le temps, ça va prendre de la valeur et d'ici quelques années, on pourra revendre avec plus-value. Plein de gens qui me l'ont dit ça. Je vais arrêter l'immobilier, je vais arrêter l'immobilier. Mais évidemment, en fait, si t'es pas constant, si t'es pas endurant, si t'es pas solide intellectuellement, je dis pas ça en disant moi je suis un rock, etc. Combien de mecs, moi j'ai vu, allez, j'achète 2-3 apparts, je fais 1 an d'immobilier, ah merde, c'est pas rentable dans l'année? Non, malheureusement non, ça met quelques années avant que ce soit réellement rentable. C'est un investissement sur du long terme, l'immobilier, ce que malheureusement les gens ne veulent pas comprendre. Qui plus est, si tu le fais pas comme moi, bah, ça sera encore plus long parce que moi je le fais de manière industrielle, c'est-à-dire que c'est mes activités, que ce soit plusieurs corps de métier issus de l'immobilier. Donc forcément, je me suis jamais dit non, j'arrête l'immobilier. Après, des problèmes, des galères, des déconvenues, j'en ai eu 1 million, des déconvenues avec des entrepreneurs, des déconvenues avec mes finances personnelles, des déconvenues avec des associés, avec des salariés, avec des problèmes du quotidien, quoi. Parce que tu lances tout un tas de choses, parce que tu te lances sur tout un tas de projets, parce que tu prends tout un tas de risques, qui fait qu'à un moment donné, mathématiquement, tu t'engages aussi vers des problèmes plus grands que si tu étais chez toi en train d'attendre la mort, tu vois. Donc c'est juste ça. Après, il n'y a rien qui est insurmontable et deux qui, moi en tout cas, me ferait abandonner. Celui qui se lance en immobilier et au bout de 6 mois, 1 an, dit moi je vais arrêter, c'est trop dur, c'est trop galère l'immobilier, etc. Ou en tout cas l'investissement par le fait de l'acquisition de biens immobiliers, qu'il arrête, parce que c'était pas fait pour lui, quoi. Parce que c'est pas fait pour lui, il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour entreprendre, il n'est pas fait pour... Non. Ouais, j'ai lancé tardivement des formations. Moi en fait je suis un vieux sur YouTube, je suis sur YouTube depuis 2012, donc c'est comme si tu le multipliais par 1000, quoi. C'est un millénaire, moi, que je suis sur YouTube. Quand tu regardes l'accélération qui se passe avec les réseaux sociaux. Avant ça, j'avais un blog où j'ai raconté, en fait, mes péripéties. Personne parlait, où il y avait 2 ou 3 personnes sur Internet qui parlaient un petit peu immobilier, finance. Mais c'était sur des blogs, donc moi j'ai créé mon blog, j'avais envie aussi de transmettre un petit peu ce que je vivais. En plus déjà à l'époque, j'avais la sensation que ceux qui en parlaient déjà ne vivaient pas ce que moi je vivais. Et donc j'ai voulu témoigner de mon expérience, je me suis dit tiens, mon expérience elle peut être sympa, etc. Puis au fur et à mesure, j'avais un blog, j'ai commencé à écrire, ce qui est très très formateur. Tu gagnes pas d'argent, hein. Ça c'est sûr, mais j'ai pas gagné 1 euro avec mon blog. Puis après YouTube est arrivé, on a commencé à poser des vidéos et puis au fur et à mesure ça a évolué, puis très tardivement, très tardivement, pour plein de raisons, aussi pour le fait de montrer une légitimité. J'ai vendu du conseil, des séminaires, des formations en ligne, mais vers 2018, et j'avais un gros background derrière. Je voulais pas être ce type qui
s'enrichit avec du conseil sans avoir une légitimité, une vraie capacité à apporter ce conseil. Et puis après, à m'acheter une notoriété avec l'argent que j'ai généré d'un conseil marketing. Après, je m'achète une histoire, un storytelling avec des biens que je pourrais m'acheter par la suite. Non, je voulais faire le truc où voilà, être le plus transparent possible. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Peut-être que certains de mes élèves ou certaines personnes qui sont aujourd'hui des grosses chaînes ou des gros influenceurs qui sont passés par mes vidéos, etc. Aujourd'hui, ils ont peut-être eu raison de faire l'inverse. Mais ouais, je suis plus ou moins content de mon parcours. Bah, depuis 2018, si tu comptes avec les séminaires, on est à plusieurs milliers de personnes qui ont suivi mes conseils, qui ont fait l'acquisition de mes conseils. On essaye aujourd'hui d'améliorer le contenu, le savoir, parce que je me suis déjà exprimé là-dessus, mais l'immobilier c'est un droit vivant, donc forcément il évolue. Il évolue aussi au gré de la politique qui est mise en place dans le pays où tu investis. Et les lois, elles changent, et la manière d'investir, elle change, et les comportements changent. Donc moi, ma manière d'investir en 2010, elle n'était pas pareille en 2015, et elle n'est pas pareille en 2020, et elle ne sera pas pareille encore entre 2023 et 2025. Donc, pour toutes ces raisons-là, on essaye d'être régulièrement à jour pour apporter aux gens qui décident de se lancer, ou les plus confirmés, un savoir-faire lorsqu'ils continuent de développer leur patrimoine. Ma situation actuelle, elle est beaucoup plus confortable qu'après mes faillites. Ça, c'est indéniable. Au-delà qu'elle est plus confortable, elle est plus stressante, elle est plus challengeante. J'ai développé plusieurs choses. Je suis dans une course perpétuelle au prochain projet, donc forcément, tu te satisfais très peu des coups que tu peux réussir ou des opérations que tu peux faire, parce que tu te repousses encore à voir, tiens, est-ce que je peux aller titiller ça et ça et ça. Je suis dans une croissance qui est normale, avec ses déconvenues aussi, parce qu'il y a des années où je fais des très bons chiffres d'affaires, il y a des années où j'en fais très moyens, voire des très mauvais. Ça évolue comme tout entrepreneur, en fait, si tu veux. Il n'y a rien de plus faux qu'un entrepreneur qui te dirait qu'il a une croissance complètement linéaire et que pour lui tout évolue de jour en jour parce que son mindset fonctionne tatati tatata. Non, il y a des aléas de vie qui fait que c'est assez sinusoïdal le parcours d'un investisseur. Alors après, voilà, t'avancer ou t'annoncer des chiffres, je le fais pas parce que ça peut tellement être galvaudé. C'est-à-dire que si demain je dis je possède tant ou X biens immobiliers, ça peut être interprété d'une façon où c'est indécent pour certains et ça peut être interprété où c'est ridicule pour l'autre, et au final tu ne contentes personne à ça. Le principal, à travers ce que je véhicule, moi, de ce que j'estime à travers mes vidéos, c'est que les gens prennent conseil vis-à-vis de quelqu'un qui fait en moyenne par an une centaine de transactions en tant que promoteur, qui a une société, qui a créé des sociétés de bâtiments, de réseaux immobiliers, qui est passé par toutes les sphères de l'immobilier. Et en tout cas, si tu prends conseil vis-à-vis de moi sur ce domaine qui est de l'investissement, tu sais qu'en face de toi, tu as un professionnel sérieux accompagné par des professionnels sérieux, avec mes capacités, mes bonnes et mes moins bonnes choses. Mais en tout cas, on essaie d'apporter un maximum de valeur par rapport à ce contenu.